Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu différente. Cette fois-ci, je vous amène en immersion complète avec moi pour la réalisation d'une ouverture en sous-œuvre qui fait 3 mètres de large sous un plancher, donc dans des conditions assez particulières. Vous allez me suivre du début jusqu'à la fin, donc de la démolition jusqu'au décoffrage de l'ouvrage. Voilà. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous remercier. On est déjà un peu plus de 700. Donc merci à vous pour tout l'intérêt que vous portez à la chaîne. La deuxième chose, je voudrais que vous mettiez des gros likes pour ma petite femme qui est derrière le montage vidéo. C'est un boulot assez conséquent, ça lui prend beaucoup d'heures. Elle fait ça en plus de son activité. Elle a son petit business à gérer. Voilà, elle a les enfants à s'occuper, la maison à gérer. Donc c'est une Wonder Woman, j'aimerais vraiment que vous l'encouragiez dans cette vidéo. Et donc allez, c'est parti, on y va pour cette ouverture en sous-œuvre. Donc voici le mur en question qui va être ouvert. Je commence par un petit coup de nettoyage, là c'était rempli de feuilles. Donc on se situe sous la terrasse de l'appartement de l'étage. Ça va devenir une pièce d'un des appartements du rez-de-chaussée, donc c'est pour ça que je fais cette grande ouverture. Voilà, pour faire la continuité avec la pièce qui est derrière, gagner en surface. Donc là je commence par poser les étais. Du coup vous voyez, je me mets perpendiculaire, on voit les poutrelles là, c'est pas enduit, donc perpendiculaire au sens de pose du plancher de manière à reprendre toute la charge. Je me mets 2 coups de disqueuse après avoir tracé. Là on passe de l'autre côté. Alors l'autre côté il a une poutre là, celle que je suis en train d'étayer. Cette poutre en fait elle est juste ancrée dans le mur, donc ce qui est pas terrible. Aujourd'hui on ferait pas ça comme ça. Du coup en fait l'idée c'est de profiter de faire l'ouverture comme elle est assez proche du bord de la poutre et faire un poteau qui va prendre la poutre de la nouvelle ouverture ainsi que la poutre qui est existante, donc ça va être un poteau assez conséquent. Donc là j'ai découpé à la limite de l'ouverture que je veux créer. Et j'attaque maintenant à casser. Donc marteau-piqueur, masse, c'est du mur de 27, donc pas forcément très évident. Le marteau-piqueur ça va bien, mais comme on est dans de l'agglo, des fois on se coince dans les alvéoles, ça peut être assez pénible, donc je mixe un peu entre les deux. Dès que le marteau-piqueur m'a saoulé, ben voilà, je passe sur la masse pour changer un peu. En haut, la partie du haut là, qui reste suspendue, là, c'est une arase en béton. Voilà, c'est pour ça que ça vient pas à la masse, mais une fois que j'ai bien dégagé, elle va sauter avec le marteau-piqueur. Allez, je débarrasse un peu les gravats. Ça paraît aller vite, mais en vrai c'est une étape qui est super longue. Le time-lapse rend les choses plus faciles quand on les voit. Je rajoute des étais. Là le plancher est posé du sens opposé que la terrasse. On voit légèrement les traces des poutrelles, donc toujours perpendiculaire aux poutrelles pour reprendre la charge. Voilà, je continue à me battre avec mon marteau-piqueur et ce mur. Je crois que la démolition a pris environ 2 journées. Entre la démolition et sortir tous les gravats que j'ai produits. Voilà, donc là on voit maintenant la poutre est complètement dans le vide. Donc un été, ça reprend quand même pas mal de charge. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est environ 800 kg par été. Voilà, la masse qu'on a à hauteur d'homme, là ça dépote. C'est reparti pour une session d'évacuation des gravats. On vous a coupé quelques parties parce que pas grand chose de bien intéressant. Là je coupe une bande de carrelage pour vraiment descendre jusqu'à la fondation. Voilà, je continue la démolition.
ça que je fais sauter la bande que j'ai découpée là au préalable. La bande de carrelage, le carrelage, bon, juste une chape posée sur un lit de sable, donc autant vous dire que ça se casse très facilement. Donc ça y est, la démolition est complètement terminée. Il reste un morceau de poutre en bas, c'est la longrine qui fait office de ceinture au-dessus du gros béton de fondation. Là, le béton qu'on voit là-haut, c'est le chaînage du plancher. Donc il y a un mur au-dessus à l'étage. La poutre, voilà, avec pas un enrobage bien terrible. Voilà, découpe du mur. La longrine qui reste en bas. Et là, dans le fond du trou, je suis au ras du gros béton de fondation. Le bout de mur qui reste là, sur la gauche, c'est que du parpaing. Et pareil, ça va devenir un poteau par la suite. Donc voilà, on voit que c'est du béton pas hyper bien vibré, pas hyper bien mélangé. C'est assez grossier. Donc là, on me voit percer les trous. Je vais en créer des fers. Voilà, pour pouvoir mettre mes chaînages, faire une liaison avec le béton existant. Donc les trous sont faits. Je tiens dans ma main une petite pompe qui est faite exprès pour ce travail-là en fait. Donc, vous voyez, je pompe, ça enlève la poussière qui est dans le trou. Toute la poussière de perçage qui est au fond du trou, voilà, puis j'arrive à l'extraire comme ça. Donc je pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Là j'humidifie un peu, donc c'est simplement humidifier. Il ne faut pas y aller à grande eau avec un jet ou un seau d'eau par exemple, ça va remplir les trous d'eau, ce qui n'est pas forcément bon, il faut juste que ce soit un peu humidifié. Donc là je prépare ma cartouche de scellement chimique avec le bec qui va mélanger les deux composants qui se trouvent dans la cartouche. Là on voit pas, ce que j'essaie de vous montrer c'est que c'est une cartouche adaptée au scellement des fers à béton, car c'est pas le cas de toutes les résines. Et là vous voyez, la cartouche est neuve, j'en fais couler un peu à côté parce que les premiers coups de pompe c'est pas bien mélangé, du coup ça fait que il n'y a qu'un des deux composants qui est en premier et ça fait que ça durcit pas si on fait pas ça. Je remplis mes trous. Une fois que c'est plein, hop, je viens mettre mes attentes pour reprendre le chaînage que je vais mettre pour le poteau. Donc on perce deux tailles au-dessus du diamètre de l'acier. Là c'est des fers de 10 de diamètre, 10 mm de diamètre. J'ai percé avec un fourré de 12. Voilà, j'enlève le surplus là qui est autour. Je répète l'opération en face. Alors en face ça va être un poteau beaucoup plus large. Donc j'ai mis 12 fers, je vais coller, voilà. On voit les chaînages de fondation là, 15-35, du coup je les mets à la verticale et j'en mets deux collés et reliés entre eux. On le voit pas là, mais j'ai également percé pour reprendre dans les deux poutres de part et d'autre, de gauche et à droite. Là j'ai percé pour liaisonner la poutre qui va être en partie supérieure avec les deux qui sont existantes. Donc là je mets mes bois en bas de... C'est ce qui va me tenir le pied du coffrage. Ça va m'aider à le tenir, à le régler également. Et surtout quand je vais couler, ça fait à la base que le coffrage sera bien bloqué. Et ça évitera une fuite ou un soulèvement du coffrage. C'est des choses qui arrivent quand on fait pas ça. Et hop, le coffrage je l'ai glissé. Bon. Après je suis tout seul, je me débrouille comme je peux. Mais avec le temps, j'ai développé des techniques qui fonctionnent quand même assez bien.
Donc là, pour faire le poteau, il fait 90 fini. J'ai collé 2 panneaux de 50 de coffrage qu'on voit que j'ai relié avec des chevrons. Là, je suis en train de percer. En face de chaque chevron, je traverse le mur et je fais passer un serre-joint à frapper, donc un serre-joint de maçon, qui va tenir les deux panneaux à chaque fois au niveau des chevrons. Là, on le voit bien. Donc je mets ma face avant, je remets des bouts de chevron pour bien tout lier et des serre-joints en face. Comme ça, c'est bien serré, aucun risque de gonflement. Et là, je passe sur le poteau qui est de l'autre côté. Alors le poteau de l'autre côté, il est beaucoup plus petit, il fait 30 par 30. Là, je vous mets, voilà, c'est pour vous montrer ce que j'utilise pour découper les plaques de bois. Donc certains vont peut-être sauter au plafond en me voyant couper ces panneaux jaunes. Mais en fait, je gagne tellement de temps que par rapport à du bois de coffrage classique, que du coup, en fait, ça vaut le coup de faire ces coupes quand même avec. On gagne vraiment, on s'y retrouve au niveau temps. Et donc pour faire ça, j'utilise une scie circulaire accompagnée d'un guide de sciage. Comme ça, j'ai mes coupes qui sont vraiment nickel. Ça permet d'être vraiment précis. Et ça c'est cool d'avoir ce genre d'outillage. Voilà, celui-là est terminé. Là maintenant je contrôle l'aplomb. Donc là visiblement il penche du côté du mur. Donc sur la gauche là sur l'image. Là, du coup, je mets une cale en bois, un bout de planche avec un coin. Et je vais les pousser jusqu'à ce que l'aplomb soit bon. C'est pour me tenir provisoirement d'aplomb en fait. Hop, je le pousse jusqu'à ce que la bulle fasse plaisir. Encore un petit peu. J'ai l'air satisfait. Du coup c'est bon. Alors là je profite du joint de 2 plaques. Je les renforce en mettant une plaque à cheval et je la mets en butée contre le mur. Comme ça le coffrage il va rester d'aplomb, il repartira plus contre le mur. D'ailleurs je mets la première vis. Et hop, les cales sont tombées, mais c'est pas grave, la vis a pris avant que ça tombe. Du coup, on contrôle quand même, et c'est toujours nickel. Donc, je finis de visser cette planche, donc voilà, elle a 2 fonctions cette planche, hein. Elle me tient l'aplomb et en même temps elle me liaisonne les 2 bouts de panneau. Ce qui évite un éventuel gonflement lors du coulage. Voilà, vous avez une super vue sur mon abdal. Donc là je visse une planche, on ne le voit pas, mais je mets la même planche de l'autre côté du coup pour jointer les deux bouts de plaque. Le chevron là pour renforcer le devant. Voilà, je finis le haut du gros poteau là d'à côté. Hop, un petit coup de scie parce que ça ne doit pas être bien droit. Et là maintenant je viens installer mes planches qui vont tenir le fond de moule du coffrage. Voilà, ces planches là je mets bien de niveau. J'ai déduit l'épaisseur des chevrons là que je suis en train de poser. Plus les bouts de plaque qui vont faire le fond de moule.
Donc dans mon cas, environ 10 cm. Voilà, je mets plusieurs petits bouts de plaque, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Parce que j'ai des grands panneaux, j'aurais pu le faire en 2 morceaux, et en fait j'ai utilisé plusieurs petits morceaux. C'est pour une raison bien précise, vous le verrez au moment du décoffrage en fait. Voilà, donc sur le fond, je mets des lithos qui vont tenir la base de la sous-face de poutre. Je mets mon panneau de derrière. Et là, je doute un peu du panneau, donc je renforce, je remets des planches en travers pour renforcer encore. Un gros bastin pour me permettre d'étayer, éviter que ça gonfle, parce que vraiment, ça fait vraiment un gros volume de béton et une très forte poussée. Ah, une petite apparition de mon père qui est venu contrôler que je fasse pas de conneries. Voilà, des serre-joints. Donc beaucoup moins de renfort sur le petit poteau de 30, ça fait quand même moins de poussée. Je mets des étais sur le devant pour que la plomb ne bouge pas, que ça gonfle pas. Petit coup de nettoyage, et là je viens insérer ma ferraille. Ouais, il m'a fallu quand même enlever des étais, recouper un peu des bois, ça a été assez compliqué de la passer. Mais j'y suis arrivé. Donc là je la cale, qu'elle touche pas le fond du coffrage, je l'attache avec les ferrailles que j'ai rentrées dans les poutres existantes. Je les ai scellées au scellement chimique. Et là c'est parti pour le coulage. Donc comme j'ai pas beaucoup de hauteur, voilà, je le fais directement à la pelle, ça m'évite la manutention de remplir des seaux, monter à l'escabeau, là je gagne vraiment du temps. Là vous voyez l'action en train de fabriquer le béton. Un coup d'aiguille, donc l'aiguille je la rentre pas dans le coffrage, je la coince dans la ferraille et je fais vibrer la ferraille. Et après je passe un coup sur la paroi du coffrage. Ouais, vous pouvez voir la consistance du béton, assez souple. Ah oui, là du coup sur le petit poteau, j'aurais bien aimé procéder de la même manière, mais en fait avec les étais j'ai pas la place pour jeter le béton comme je l'ai fait sur le gros poteau. Donc pas le choix, là dans ce cas là, escabeau, seau, j'ai ma chérie qui est venue en renfort, elle me remplit les seaux. Donc c'est Nathalie, c'est elle qui fait les montages. Voilà, pensez au like. Vous voyez, elle fait montage et en plus elle vient m'aider. Les 2 poteaux sont pleins, donc là je ferme complètement la poutre. Vous verrez après, en fait j'ai percé en haut pour pouvoir couler par le haut. C'est pour ça que Nathalie est là, pour me faire passer les seaux de béton à l'étage, pour m'éviter de monter et descendre à l'échelle, parce que seul là ça serait vraiment très long et très fatigant. Donc voilà, on s'est mis en place, elle me remplit les seaux, je les monte avec une sangle. Vous voyez comme on est efficace, ça va super vite. Voilà, donc là à l'étage vous pouvez voir, il y a des trous. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le mur d'en bas il fait 27 et en haut il fait que 20. Ce qui fait que j'ai pu percer à ras et tomber, pouvoir quand même tomber dans la poutre. Donc là voilà, plusieurs jours se sont passés. Je m'attaque au décoffrage. Donc vu le nombre de vis, de bois et tout ça, c'est quand même une étape assez longue. Donc les étais vont rester
4 semaines minimum. C'est le temps qu'il faut, surtout pour la poutre, là, qu'elle prenne bien sa résistance maximale pour pouvoir reprendre toutes les charges qu'elle va prendre. Et là maintenant, voilà, les petits panneaux, en fait, c'était pour pouvoir enlever les étais du bas. Et à chaque fois, vous allez voir, j'ai un quinconce, voilà, j'ai enlevé un panneau, je remets un été. Hop, je remets tout de suite un été pour soutenir la poutre qui est toute fraîche, qu'elle finisse de faire sa prise en étant soutenue par les étais. Hop, le gros poteau. Il y avait un tout petit trou là sous la poutre, donc je l'ai rebouché au mortier. Là, vous voyez le résultat des coffrets. Donc le gros poteau de 90. Voilà. Donc ça fait quand même un gros volume de béton. Je crois qu'il y avait 800 litres de béton que dans le poteau. La poutre. Et le deuxième poteau 30-30. Et là, j'ai laissé un vide. Vous allez voir pourquoi. Donc le poteau est très propre. Bon, même si ça avait dû bouger, ce sera complètement recouvert par du placo après, mais bon, c'est toujours satisfaisant de faire du boulot comme ça, bien droit, bien propre, bien d'aplomb. Tout est beaucoup plus simple après quand on vient faire les finitions par-dessus, même que ce soit du placo. Voilà, il n'y a pas de surprise. C'est assez satisfaisant. Voilà l'ensemble. Le mur a disparu. Et on se rend compte du volume du coup qu'il va y avoir avec la pièce qui est derrière. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant de faire communiquer ces deux espaces. Et là donc je m'attaque à casser la petite pile de parpaing là qui reprend les deux autres poutres. Donc les deux autres poutres ont été étayées au préalable. Et je casse ça et je vais refaire ça en béton. Donc voilà, bon là c'est beaucoup plus petit, mais globalement le déroulé se passe pareil. On casse, on évacue. Là j'ai conservé en bas les fers de la longrine qui est existante. Je trace mon poteau, je trace là-haut, hop, je perce pour faire des reprises là-haut dans la poutre, je perce en bas pour faire des reprises au niveau de la fondation. Là je vais installer ma ferraille, c'est un 15-15, donc parfait hein, pour un poteau qui fait 30-30 fini. On se retrouve avec des bons enrobages. Je viens mettre mes joues, je me sers du poteau du coup que derrière qui est parfaitement droit, donc voilà pourquoi aussi c'est intéressant de faire des choses droites. Dans ce cas là, j'ai juste à m'appuyer contre et je sais que le réglage est parfait. Donc là j'avais attaché ma ferraille, c'était un mauvais plan parce que je mets un fond derrière. Je veux garder le vide que je vous ai montré tout à l'heure entre les deux poteaux. Donc je mets un fond, du coup ça va refaire un deuxième poteau 30-30 avec un vide entre les deux poteaux de 10 cm. Voilà, donc j'ai réussi, bon, il a fallu que je redéfasse la ferraille, que je passe mes plaques de derrière et que je remette la ferraille. Je monte mon coffrage, je laisse 10 cm de vide et là je fais une goulotte de coulage. Parce que là j'ai pas de moyen de passer par dessus, on est vraiment dans l'épaisseur de mur. En plus de poutre, donc c'est pas possible de faire autrement que ça. Et là c'est parti, je suis tout seul mais ça va, il n'y a pas un gros volume. Ça me fait un peu de sport, voilà, pour mon abdal c'est ce qu'il nous faut. Et là donc voilà, ça a séché. Je viens de démonter mon coffrage.
On voit le deuxième poteau. Là-haut, le béton en surplus de la goulotte, je le casse. Et voilà le résultat final. Donc voilà, un poteau très propre aussi. On fait vraiment du super travail là avec ces panneaux de coffrage, donc c'est vraiment un régal. Quand on a connu les planches de coffrage traditionnelles, ça n'a vraiment rien à voir le résultat. Donc voilà, je suis assez fier de vous montrer ces images. Et donc ce vide, comme ça va être un espace intérieur, il va tout simplement me permettre de passer de l'isolant entre les deux poteaux et m'éviter un pont thermique. Parce qu'un matériau plein comme un poteau en béton comme ça va conduire le froid ou le chaud de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il faut couper ça. Il faut couper le pont thermique en passant de l'isolant. Dans les vieilles maisons ça se faisait pas, mais depuis les nouvelles réglementations thermiques, même dans les maisons neuves c'est comme ça. Les escaliers, tous les ouvrages en béton, tous sont désolidarisés des murs périphériques afin de pouvoir isoler. Donc vu le coût de l'énergie, voilà, c'est pas plus mal de penser à ce genre de détails. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, vous abonner si ce contenu vous plaît. Il y en a beaucoup encore à venir. Nous sommes aussi visibles sur TikTok pour des vidéos quotidiennes parce que effectivement YouTube, les vidéos sont un peu en décalé. Mais si vous voulez être à la page en avancement réel, c'est sur TikTok qu'il faut nous suivre. N'hésitez pas à y aller, Esprit Bâtisseur, vous pouvez vous inscrire. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.